J'aime ton énergie. J'aime ton énergie. L'énergie, notre consommation d'énergie, c'est la synthèse de tous nos rapports à l'usage des matières premières et des ressources. Toutes nos activités matérielles se traduisent par une consommation ou des besoins en énergie. Bonjour, ici Godefroy Laurando, je suis chroniqueur aux actualités scientifiques à la balado de Fred Savard. Je vous souhaite la bienvenue au premier épisode du balado J'aime ton énergie qui se penche sur l'enjeu crucial de l'énergie au Québec. Avant toute chose, je veux vous faire écouter un extrait audio que j'ai reçu d'un parfait inconnu au printemps 2024 à la suite d'une chronique que j'avais faite. Godefroy Laurando, Jean-F. Boilly à l'appareil, on se connaît pas. Je suis un auditeur de la balado. Je viens d'entendre votre entrevue intégrale faite avec Jean-François Blain. Il parle de détournement de biens communs, de fuite en avant, productiviste. Pour moi, c'est encore une autre affaire où ce qu'on va privatiser le profit, puis socialiser les pertes, puis ça m'écoeure. J'ai comme l'impression qu'Hydro-Québec, c'est une affaire qui nous appartient tous, qui a de la valeur, puis si on s'en occupait intelligemment, ça serait bon pour tout le monde. Faut faire quelque chose. Alors, celui qui était inconnu à l'époque est au micro avec moi aujourd'hui et on commence à très bien se connaître parce qu'on vient de terminer l'enregistrement du 3e épisode du balado que vous écoutez aujourd'hui. On se connaissait pas à l'époque du mémo vocal Godefroy, mais je t'ai couru après. Je t'ai couru après quand j'ai découvert que ta blonde était l'éditrice de mon premier roman, Grosse douceur. Dans ma tête, le monde était déjà petit. Je t'ai contacté. Ça, c'était au printemps 2024. Je venais tout juste d'écouter en rattrapage ton entrevue faite à l'automne 2023 avec l'analyste en énergie Jean-François Blain, qu'on a entendu en ouverture tout à l'heure. Oui, puis qu'on va réentendre plusieurs fois encore dans le balado. C'est toute une tête d'énergie. Donc, notre quête, c'était ça, parler d'énergie. Au printemps 2025, c'est là qu'on a décidé de faire ça en mode balado. J'aime ton énergie a finalement vu le jour. Godefroy a trouvé le titre. J'ai choisi ce titre de J'aime ton énergie parce que notre projet s'inscrit dans la lignée et se veut aussi un petit hommage à J'aime Hydro, la pièce de théâtre documentaire qui a sensibilisé des milliers de Québécois aux liens qu'on devrait avoir avec Hydro-Québec. Hydro-Québec, notre fleuron national d'énergie renouvelable, qui a permis à tous les politiciens de nous faire croire qu'on est très bon en environnement. Le tout premier épisode que vous allez entendre dans les prochaines secondes s'intéresse tout particulièrement au plan qu'Hydro-Québec a mis sur la table. C'est son plan de développement pour les prochaines années. Ça vaut vraiment la peine de s'y attarder. C'est le plan d'action 2035. On parle aussi du projet de loi 69 qui change beaucoup de choses dans le domaine de l'énergie au Québec, en lien avec Hydro-Québec entre autres. Le deuxième épisode, pour sa part, propose une plongée dans l'équilibre qui devrait exister entre le gouvernement, son monopole d'État, Hydro-Québec, et le chien de garde qui est censé policer tout ça, c'est-à-dire la Régie de l'énergie. Le troisième épisode, lui, s'intéresse tout particulièrement à cette image que le Québec a toujours eue de champion du climat, principalement depuis l'accord de Paris, et on fait une petite rétrospective de tout ça. Donc, on se retrouve, première séance de Radio Énergie, le 5 juin 2025. Et les 3 épisodes qui suivent ont été produits dans les 10 derniers mois. Oui, et on se connaissait presque pas, et on sent encore, quand on l'écoute, là, toute la gêne entre nous. Et donc, on se retrouve l'été dernier dans mon salon de Villeray pour les toutes premières étincelles de « J'aime ton énergie ». C'est ce que je me dis souvent quand j'entends mon ami Jean-F s'énerver et que je me rends compte qu'on n'est pas pareil. Je me dis dans ma tête « Ah, j'aime ton énergie ». Tu fais bien parce qu'aujourd'hui, on est le 5 juin à Montréal. On suspecte qu'ils vont nous passer le PL 69, projet de loi 69, qui change toute la façon de gérer l'énergie au Québec. Demain, sous le bâillon, avant les vacances. Ça sent ça. Donc, ça sent le bâillon. On est vraiment en plein cœur de la nouvelle, de ce qui se brasse en ce moment. C'est une série d'enquêtes. Absolument. Et on ne sait pas où ça va nous mener. C'est ça l'affaire. On ne le sait pas trop. Plus on travaille dessus, plus c'est comme essayer de sortir un cochon de 800 livres d'une fosse de purin, tant qu'à moi. On se perd à savoir par où pogner ça. J'aime ton énergie, justement. On commence. On a rencontré des experts pour vous. On les a questionnés et on a fait les découvertes et on n'a pas terminé. À ce point-ci, on ne sait pas combien de temps va durer ce projet de balado. Alors, bienvenue à ce premier épisode de J'aime ton énergie.
Depuis la démission surprise de l'ancienne PDG d'Hydro-Québec, Sophie Brochu, en janvier 2023, il s'est passé bien des choses à la tête d'Hydro-Québec. Premièrement, on a appris que celui qui allait la remplacer était Michael Sabia, un homme d'affaires bien connu, grand gestionnaire canadien. Il a entre autres été PDG de la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Il est arrivé à la tête de notre société d'État en août 2023. Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie à l'époque, M. Pierre Fitzgibbon, nous a fait comprendre à la même époque que le monde entier était très intéressé par notre électricité verte et bas carbone. C'est en septembre 2023 qu'on a appris qu'un producteur de batteries d'envergure mondiale était censé venir s'installer au Québec et que de nombreux autres projets industriels se bousculaient pour venir construire leurs usines en sol québécois, attirés eux aussi par notre électricité peu émettrice de gaz à effet de serre. En novembre de la même année, Michael Sabia présente le plan d'action 2035 d'Hydro-Québec. Du monde aujourd'hui, ils ont dit, et je suis entièrement d'accord, ils ont dit, wow, c'est un plan ambitieux. Pourquoi pas tout faire pour mieux positionner le Québec pour l'avenir? Pourquoi pas tout faire pour décarboner notre économie? Pourquoi pas tout faire pour encourager une meilleure croissance économique au Québec? Selon moi, ça vaut la peine et c'est la raison pour laquelle, oui, nous avons présenté un plan ambitieux parce que les changements nécessaires sont tellement importants pour décarboner une économie. Ce plan d'action 2035 est un document qui présente aux Québécois les grandes orientations que souhaite prendre Hydro-Québec pour les prochaines années. Ce plan est effectivement très ambitieux. Il parle de réinvestissement dans l'entretien du réseau, dans la fiabilité du réseau, dans une meilleure collaboration avec les communautés autochtones. On parle d'ambitieux projets d'économie d'électricité aussi, mais ce qui frappe le plus l'imagination, c'est que rapidement, d'ici 2035, Hydro-Québec affirme viser une augmentation de la production d'électricité de la province. On parle de barrages, de production éolienne, de production solaire, parce qu'il faut encore décarboner 50% de l'énergie qui se consomme au Québec qui provient encore des énergies fossiles. Et donc, il va falloir produire beaucoup de nouvelle électricité. On parle de 60 TWh de plus. On prévoit qu'on aura besoin de 35 000 travailleurs jusqu'à 2035 qui seront nécessaires pour mettre en action et réaliser ce plan. C'est le premier plan d'Hydro-Québec qui semble vraiment considérer qu'il faut planifier pour réagir. Il est temps de réduire notre production de gaz à effet de serre. Pour arriver à mener de front autant de projets, Hydro-Québec va avoir besoin d'agilité. C'est pour cette raison que le ministre Fitzgibbon nous a présenté quelques mois plus tard, en juin 2024, son projet de loi 69. Ce projet de loi était nommé la Loi assurant la gouvernance responsable des ressources énergétiques et modifiant certaines dispositions législatives. C'est un projet de loi qui est présenté aux Québécois et qui modifie 15 lois préexistantes au Québec. C'est un gros projet de loi. Aujourd'hui, vous avez dévoilé une grande réforme. C'est un projet de loi. C'est la plus grande réforme depuis la nationalisation de l'électricité. En quelques mots, là, en quoi ça consiste? D'une part, je pense qu'il fallait donner plus de flexibilité à Hydro-Québec parce que les besoins en décarbonation, les besoins en énergie pour les projets industriels sont massifs. Il fallait aussi parler de tarification. Il fallait parler des rôles et des responsabilités. On a la Régie énergie, on a le gouvernement, Hydro-Québec, il faut que le triangle soit en équilibre. Il faut aussi promouvoir l'innovation parce que si on veut consommer moins d'énergie, ça prend aussi l'innovation, c'est pas juste de la vaisselle. Si je me replonge au début de l'été 2024, c'était une période assez excitante. Hydro-Québec a un nouveau PDG. Le plan d'action 2035 qu'il présente est le premier à véritablement tenir compte de l'importance d'investir dans la décarbonation de la province. Pour ceux qui considèrent les changements climatiques comme un enjeu prioritaire, c'est une excellente nouvelle. Le ministre de l'Énergie nous fait miroiter des projets industriels d'envergure qui semblent vouloir venir s'installer au Québec et participer à la décarbonation, mais aussi participer à une relance industrielle de grande envergure. Moi-même, donc en cette période, j'étais assez enthousiaste. Et on avait en bonus un nouveau projet de loi, le projet de loi 69, qui donnait les outils nécessaires tant à Hydro-Québec qu'au gouvernement pour qu'on assiste rapidement à une relance économique et une transition énergétique qu'on espérait depuis longtemps. Et en plein milieu de tout ça, qu'est-ce qu'il y a? Il y a notre richesse collective, Hydro-Québec. On comprend rapidement que la pièce maîtresse de ce grand plan de développement, c'est le fameux projet de loi 69. Et je m'intéresse donc emballé aux consultations particulières de la commission parlementaire qui se penche sur ce projet de loi.
Les commissions parlementaires, ça, c'est une étape qui est vraiment très importante sur le plan démocratique. Et dans le cas du projet de loi 69, cette commission parlementaire était encore plus importante parce qu'on venait tout juste d'apprendre à ce moment-là, en septembre 2024, que le ministre Fitzgibbon, celui qui avait proposé ce projet de loi, ne terminerait pas son mandat. Il avait effectivement démissionné le 3 septembre. Il a été remplacé à pied levé par Christine Fréchette, qui devenait nouvelle ministre de l'Énergie, et on la découvrait donc dans cette commission parlementaire sur le projet de loi 69. Voici un échange entre un des experts et la nouvelle ministre qui lui demandait justement, est-ce qu'Hydro-Québec va pouvoir réaliser tous ces projets-là tout seul ou est-ce qu'elle aura plutôt besoin du privé? Parce que le sens de votre question, c'est est-ce que Hydro-Québec serait capable de suppléer à tout ça? Oui. Si on veut absolument qu'Hydro-Québec soit incapable de fournir une tâche comme celle-là, il n'y a rien de mieux que le scénario qui est actuellement mis sur la table, que j'appelle un scénario pharaonique, qui va se traduire par une pression financière tant sur Hydro-Québec que sur les tarifs, que ça va en fait discréditer soit la société d'État, soit sa capacité de tout faire dans ces circonstances-là. Évidemment, la barre est mise tellement haute qu'on ne peut pas arriver à un autre résultat que la maison est en feu, Hydro-Québec n'est pas capable. On aurait voulu mettre en scène qu'on n'aurait pas fait autrement. La voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Jean-François Blain. C'est un analyste senior en réglementation dans le secteur de l'énergie. Il est souvent impliqué pour prendre la parole donc à la Régie de l'énergie quand il est question d'Hydro-Québec ou encore d'Énergir. Et donc, c'est cette personne-là, c'est pas cet extrait-là, mais c'est à cause ou grâce à cette personne-là, Jean-François Blain, qu'on est ensemble aujourd'hui. Qu'on est ensemble aujourd'hui. Parce que c'est lui qui t'a mis le feu. Exact. Alors, quand j'ai entendu l'entrevue que tu as passée avec lui, c'est là que je t'ai contacté. Voilà. Donc, il joue un rôle vraiment crucial dans tout ce qui se passe autour de l'énergie aujourd'hui. C'est ça. Et Jean-François Blain, donc, on lui a lancé la ligne parce qu'on on espérait qu'il prenne la parole et qu'il réponde à nos questions. Et on lui a demandé de venir en entrevue et il a accepté. Tu lui et donc, as demandé. je l'ai rencontré. Je l'avais déjà rencontré pour la balado, mais là, vraiment, je l'ai rencontré pour notre projet à nous deux, Jean-F. Et donc, la question que je lui ai posée, la première question que je lui ai posée, c'est est-ce qu'on peut, oui ou non, s'emballer puis être un peu enthousiaste puis content des grands projets qu'Hydro-Québec a annoncés dans son projet d'action, son plan d'action 2035? Oui, on peut être content si on est naïf ou complaisant. Mais encore. Bien, en fait, au départ, il n'y a pas de plan de décarbonation au Québec avec des objectifs contraignants de réduction de notre consommation totale de produits pétroliers ou gaziers à des échéances déterminées avec mécanisme de reddition de comptes de suivi. On n'a rien de ça. Donc, le grand plan d'augmentation des capacités de production et de la disponibilité de l'électricité ne sera vraisemblablement pas destiné à remplacer des énergies fossiles qu'on serait sur le point d'abandonner. Il n'y a rien qui nous permette d'affirmer ça. On ne sortira pas par magie d'une société, d'un modèle économique aussi profondément encastré dans l'usage des énergies fossiles. Ça va prendre évidemment des forts incitatifs, voire même des mesures contraignantes, obligatoires, et ça va prendre des moyens, c'est-à-dire que les entreprises, les ménages vont devoir remplacer des équipements, des procédés de production. Bon, alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici, Jean-François Blain? Si je comprends bien, il nous dit qu'on planifie des investissements pharaoniques, de la nouvelle capacité sur le réseau, beaucoup de quincailleries nouvelles, sans aller à l'objectif principal qui est de réduire l'usage des combustibles fossiles dans la province, c'est la ça, décarbonation. C'est comme si on brandit l'idée de la décarbonation puis de la transition énergétique pour stimuler, pour justifier des investissements énormes. Moi, je serais prêt, à investir, à payer plus cher certaines affaires, à changer un peu mon mode de vie si je savais qu'on est réellement en mission décarbonation puis de se découpler des énergies fossiles. Avec un souci pour l'environnement. Ouais, mais ce que Blain dit, c'est non, Hydro-Québec a un plan qui ne s'appuie sur rien, aucune décarbonation concrète jusqu'ici en tout cas. Chiffré, prévu, c'est un problème. Organisé. Ouais. Et que donc, on jette de l'argent en nouvelle production qui va répondre à on ne sait pas quel besoin, mais en tout cas, pas la décarbonation. Si c'est le cas, ça va être un peu par hasard. C'est un peu inquiétant, parce que c'est des milliards. Et
ça va se payer, ces investissements-là. Oui, parce que les dépenses dans cette nouvelle capacité de production-là vont devoir être absorbées par Hydro-Québec et d'une façon ou d'une autre, l'argent existe, l'argent ne vient pas de nulle part. Il faut payer quelque part. Ça va être ou bien le dividende au gouvernement qui va être diminué, ou bien les tarifs, nos tarifs à nous qui vont augmenter. Mais il n'y a pas juste ça, il y a des entreprises qu'on attire aussi. Donc, il y a deux. Il y a le choc tarifaire sur la clientèle, que Jean-François Blain estime à jusqu'à 60 % sur 12 ans. Et la subvention déguisée aux entreprises qui sont attirées ici avec un tarif d'électricité. Oui, c'est ça. C'est un tarif, celui-là, qui est un des plus bas au monde. C'est celui qu'on réserve pour nos consommateurs, nos clients grande puissance. Alors que la nouvelle électricité qu'on va devoir produire pour combler cette nouvelle demande-là, mais cette électricité-là va nous coûter beaucoup plus cher que l'électricité patrimoniale qui a été héritée des belles années de la nationalisation. Donc il y a un autre manque à gagner là sur le plan financier. Notre analyste Jean-François Blain s'est vraiment intéressé spécifiquement à la pression que risquent d'exercer les milliards de dollars de dépenses qui sont prévus dans le plan d'action 2035 d'Hydro-Québec. Une pression sur quoi? Sur les tarifs que la clientèle québécoise risque de payer dans le futur. Il a résumé sa thèse dans un mémoire qui a été déposé à la commission parlementaire sur le projet de loi 69. Lui et un chercheur de l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS, y ont présenté leurs arguments et en voici quelques lignes. Les investissements prévus par Hydro-Québec dans son plan d'action sont de l'ordre de 150 à 180 milliards et impliquent donc un rythme d'investissement annuel qui va osciller entre 12 et 16 milliards par an. Si on le compare avec les habitudes d'investissement des 5 dernières années, les investissements d'Hydro-Québec ont oscillé entre 4,5 et 5 milliards de dollars par an. Donc, c'est 3 fois plus si le plan d'action est mis en branle. Même en amortissant ces investissements sur un horizon comptable de 50 à 60 ans, l'impact de ces investissements sur les tarifs que les Québécois paient serait de l'ordre de 5 à 6 % par an au cours des 12 prochaines années. D'ailleurs, l'Union des consommateurs a présenté à la même période des projections de tarifs qui ressemblent beaucoup à celles qui ont été présentées par Jean-François Blain. Donc, Blain et l'Union des consommateurs, entre autres, estiment qu'Hydro-Québec n'aura pas d'autre choix que d'imposer des hausses de tarifs autour de 6 % pendant au moins les 12 prochaines années, et ce sont des hausses beaucoup plus élevées que ce qu'on a pu subir par le passé. Cette augmentation des tarifs en électricité viendrait évidemment appauvrir tous les consommateurs d'électricité québécois. Ce serait donc mauvais pour l'économie de la province. Mais le gouvernement Legault nous a rassurés par des déclarations surprenantes. Notre premier ministre nous a dit entre autres que les hausses de tarifs seraient limitées pour les prochaines années à 3 % par an. Et le premier ministre avait d'ailleurs mentionné le pacte social qu'il fallait maintenir. Pacte social. En 1962, en élisant les libéraux de Jean Lesage, la population accepte de soutenir le risque financier lié à la nationalisation. Les impôts des contribuables garantissent le remboursement des emprunts d'Hydro-Québec. En retour, les Québécois obtiennent un meilleur accès à l'électricité et une tarification la plus basse possible, homogène, partout sur le territoire. C'est ce qu'on appelle couramment le pacte social. Donc, est-ce que c'est raisonnable de promettre aux Québécois que les hausses seront maintenues à 3 % par an, considérant tous les investissements qu'on va avoir à faire et à financer dans le futur? Jean-François Blain nous met vraiment en garde contre à la fois cette hausse anticipée des tarifs, mais aussi cette promesse du 3 % qui est complètement arbitraire selon lui. Même juste 3 % par année, qui est un compromis politique complètement arbitraire, ce n'est pas le respect du pacte social. C'est plutôt une garantie que les tarifs sur un horizon de 10 ans augmenteront pour le secteur résidentiel de façon composée d'à peu près 35 %, ce qu'on n'a jamais vu dans l'histoire. Selon Jean-François Blain, c'est vraiment pas logique d'évoquer le pacte social entre les Québécois et Hydro-Québec tout en mettant des augmentations arbitraires fixées à 3 % pour des raisons politiques. Ce qu'il dit, c'est qu'on devrait utiliser les outils qu'on avait par le passé, c'est-à-dire la Régie de l'énergie qui avait tout le pouvoir de fixer les tarifs et d'obliger Hydro-Québec à présenter
tous ses frais, tous ses coûts liés à sa production, au transport, à la distribution, et à élaborer des tarifs qui seraient des tarifs aucunement politisés et qui reflèteraient réellement la réalité financière d'Hydro-Québec. Ce serait ça pour lui, maintenir le pacte social. Ah, mais ça ne tiendra pas à la route de toute façon, cette promesse de plafonner les tarifs résidentiels à hauteur de 3 %. Si le plan d'action 2035 d'Hydro-Québec va de l'avant, les clients résidentiels, tôt ou tard, et probablement très tôt après la prochaine élection provinciale, vont devoir contribuer à hauteur de 5 à 6 % d'augmentation par année de façon récurrente pour au moins les 10-12 prochaines années, juste pour les premiers 60 TWh de 200 à ajouter d'ici 2050. Il y a donc une menace réelle qui plane au-dessus des tarifs qu'on va payer au cours des prochaines années. Mais il y a autre chose aussi qui risque de nous coûter cher, et c'est présenté également par Jean-François Blain et son équipe dans son rapport déposé à la commission parlementaire, c'est que l'ancien ministre Pierre Fitzgibbon et sans doute sa successeur Mme Fréchette, ont contribué eux aussi à l'explosion de la demande en électricité. Comment? C'est en invitant des projets industriels à s'installer au Québec pour une électricité à bas prix. Et ce sont des projets qui, dans la majorité des cas, ne nous assurent aucunement qu'on est sur la voie d'une transition énergétique. Donc, tout ce que ça nous assure, c'est qu'on va avoir de l'électricité à fournir. Et ces nouveaux clients industriels-là vont payer leur électricité au tarif L, qui est le tarif grande puissance de l'industrie. Et ce tarif-là est environ à 5,3 cents le kilowattheure. Or, c'est une énergie qu'on n'a pas encore et qu'on va devoir développer en investissant dans la production. Et cette production-là va nous coûter plus cher. La nouvelle électricité ne coûte pas 5,3 sous du kilowattheure, elle coûte plutôt 11 cents du kilowattheure à produire. Et ce que ça va faire, c'est que on est en train de promettre de l'électricité en ce moment à un tarif très bas. Cette électricité-là va nous coûter plus cher et on est en train de se créer un surcroît tarifaire qui a été calculé et qui serait de l'ordre de 21 à 26 milliards sur un horizon de 20 ans. C'est deux façons différentes pour lesquelles on doit, selon Jean-François Blain, se méfier de ce qu'il y a dans le plan d'action d'Hydro-Québec en lien à ce que ça va coûter aux Québécois sans assurer d'aucune façon une transition énergétique. Il y a aussi tout le volet planification désordonnée qui l'intéresse énormément. Normalement, un processus comme le projet de loi 69, si nous nous destinions vraiment collectivement à amorcer une transition énergétique qui implique des remises en question fondamentales de notre usage des ressources, eh bien, le processus de planification intégrée des ressources aurait précédé l'élaboration du projet de loi. On aurait tenu des consultations génériques, larges, approfondies, détaillées, pour convenir d'un objectif commun. Et après, on aurait déterminé, élaboré les mesures législatives et les moyens législatifs à mettre et à déployer au service de l'atteinte de cet objectif-là. Là, c'est complètement le chemin inverse qu'on fait là. Et tout est à l'envers, en fait. PGIR. P-G-I-R-E. Un bel acronyme. Plan de gestion intégré des ressources énergétiques. Idéalement, un tel plan permet d'imaginer les orientations énergétiques d'une société sur environ 25 ans. Le PGIR, ouvrez les guillemets, est un outil de gouvernance clé qui permet de guider la transition énergétique du Québec vers un système prévisible, efficace et résilient. On vous parle du PGIR ici, ça va être important pour ce qui suit. L'élément clé de ce projet de loi-là. L'élément clé, c'est le plan de gestion intégrée des ressources énergétiques, ce qu'on appelle le PGIR. Ça va être notre feuille de route vraiment qui va nous permettre de définir le mix énergétique pour les 25 prochaines années. Et ça va devenir une feuille de route à la fois pour la Régie, pour Hydro-Québec, pour le gouvernement. Et on est en train de faire des consultations auprès de l'ensemble des Québécois pour élaborer ce PGIR. La Régie aussi devra donner son avis quant à ce plan-là qui va être notre feuille de route puis qui va nous permettre d'évoluer dans le sens d'une décarbonation et d'une diversification de nos sources énergétiques.
Donc, notre ministre est contente. Est contente. Alors, même si notre expert et une partie de l'opposition étaient déçus par ce projet de loi et affirmaient qu'on aurait dû simplement mettre ça sur la glace et puis prendre le temps qu'il faut, c'est pas ce qu'elle... Elle nous dit d'avoir un plan qui est intégré au projet de loi, ça donne un cadre de référence pour avancer, puis qu'on peut continuer à évoluer, même si tout a été ancré dans la loi. Ça, c'est son point de vue. C'est ça. Donc, c'est pas si grave si on arrive avec notre plan par après. Selon elle. Donc, on a des points de vue contradictoires. D'un côté, Jean-François Blain, de l'autre côté, la ministre, et une partie de l'opposition quand même, du côté de Jean-François Blain. Qui disait la même chose, de retarder le projet de loi, de le mettre sur la glace pour avoir des consultations élargies avec tous les intervenants. Donc, ça nous prend un autre point de vue. Ça nous prend un autre point de vue et on est chanceux parce qu'on avait accès à un autre expert qui était aussi en commission parlementaire, mais qui est aussi très souvent sollicité pour donner son avis sur les points de vue de l'énergie. Il s'agit de Pierre-Olivier Pinault, une voix connue du milieu qui est titulaire de la chaire de gestion du secteur de l'énergie à HEC Montréal. Et voilà. Et dans le cadre de J'aime ton énergie, je suis allé le rencontrer dans son bureau et j'avais des questions notamment justement sur ce fameux plan de gestion intégré des ressources énergétiques, le PGIR, et puis j'en ai parlé. En fait, ce que je pense qui est très important dans le PGIR, c'est qu'on montre aux Québécois différents scénarios, parce que ce n'est pas vrai qu'on n'a pas le choix. On a le choix d'agir, de ne pas agir, et dans l'action, on peut agir de différentes manières. On peut être très intense en efficacité énergétique. Est-ce qu'on va choisir de faire des milliers de mégawatts de parcs éoliens avec des lignes de transport, ou on va choisir de modérer un peu nos ardeurs dans le développement éolien et de faire davantage de géothermie, de rénovation de bâtiments? Parce que c'est dans les bâtiments que l'essentiel se joue. Au Québec, la pointe hivernale, c'est parce qu'on a des bâtiments qui sont mal chauffés. C'est qu'on a des bâtiments qui sont trop vulnérables aux intempéries. Donc, est-ce qu'on va faire le choix d'avoir des bâtiments performants et bien chauffés, ou on va faire le choix de produire d'énormes infrastructures de production, de transport et de distribution pour pouvoir faire face à ce yo-yo de la demande d'électricité auquel on fait déjà face, mais qui va s'accentuer si on ne travaille pas sur nos bâtiments. Mais dans ce projet de loi 69, la seule véritable bonne chose qui est dans le projet de loi, c'est le PGIR. Ceci dit, il y a un amendement qui a été demandé très récemment par le gouvernement pour justement séparer l'électricité du reste du plan de gestion intégrée des ressources énergétiques. Mais là, un amendement qui a été demandé, c'était justement d'extraire l'électricité et de donner le volet électricité à Hydro-Québec et donc de désintégrer le plan intégré, ce qui n'a pas de sens. Et donc, ce qui était la meilleure nouvelle du projet de loi 69, mais il est à risque d'être décapité. Cher Jean-F, on arrive à la fin de ce premier épisode de notre balado. Et là, juste pour en rajouter une couche puis réaliser à quel point il se passe beaucoup de choses dans le domaine, depuis qu'on travaille sur ce balado-là, le PDG d'Hydro-Québec, entre-temps, a tout simplement démissionné. Lui qui venait de publier un plan puis de se donner les moyens pour le réaliser. Donc, ça brasse. Nous deux, ça fait un bout qu'on réfléchit puis qu'on creuse. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça? D'abord, il faut retenir le plan 2035 d'Hydro-Québec qui vise à ajouter 60 TWh sur le réseau d'ici 2035. Ça, grosso modo, c'est 180 milliards d'investissements prévus. Alors ça, il faut vraiment réaliser, ça triple les montants normalement investis chaque année jusqu'ici par Hydro-Québec. Donc c'est absolument sans précédent. Il faut réaliser, il y a de l'argent en tabarouette qui va se rendre jusque-là. L'argument principal qui est mis de l'avant pour le justifier par le gouvernement, par son monopole d'État, c'est la décarbonation. Mais pour que ça, ce soit sérieux puis qu'on le prenne au sérieux, ça prend un plan sérieux. Il y a un plan, c'est le PGIR. Sérieux, ça semble être n'importe quoi. On n'est pas rassuré, mais de toute façon, Hydro-Québec a maintenant les coups des franges pour bouger vite et engager l'avenir énergétique de la province pour des décennies parce qu'il a passé le projet de loi 69, PL 69. Voilà. Puis ça, c'est un autre élément majeur qu'on doit retenir, c'est l'importance de ce projet de loi. On ne se fera pas à croire, toi et moi, Jean-F, qu'on comprend tout. C'est un projet de loi, il y avait des amendements à la tonne, on n'est pas des spécialistes, mais là, c'est fait. Le projet de loi a été adopté sous bâillon, donc c'est imposé, sauf qu'il ne faut pas se fâcher trop. C'est un gouvernement qui est majoritaire, c'est ça la game. Donc, ils ont écouté tout le monde en commission parlementaire.
Ça nous a permis à nous d'apprendre beaucoup de choses. Tout à fait. Mais par contre, au bout de la ligne, eux font ce qu'ils veulent. C'est comme ça. Puis ils font ce qu'ils veulent depuis longtemps, je dirais. Si on a l'exemple, mettons, de Pierre Fitzgibbon, avant son départ, pour De meilleurs cieux, qui avait garanti des tonnes d'énergie à bas prix, sans consultation, à des filières industrielles non avérées. On peut ici penser à Nordvolt. Fitzgibbon lui-même, c'est cette personne-là, ce même individu qui avait jeté les bases du projet de loi dont on parle, le projet de loi 69, et l'an dernier, alors qu'il était en tournée médiatique, là, quand il venait de présenter le projet, il était pourtant, à ce moment-là, très d'accord avec nos experts et considérait qu'une consultation était essentielle. On l'écoute, on a un extrait. Le même individu. J'ai toujours dit qu'on va prendre le temps qu'il faut. Il n'y aura pas de bâillon sur le projet de loi de l'énergie. C'est un projet qui est trop important pour la société. Les Québécois se sentent interpellés par le projet de loi, font en débattre. On va commencer à l'automne. Ça va durer le temps que ça va prendre. Et la population va être consultée. Absolument. Merci beaucoup, M. Fitzgibbon. Ça fait plaisir. Bon, ben écoute, ça c'est très touchant. Oui, Pierre, effectivement, c'est très important de prendre le temps de consulter les Québécois, mais advienne que pourri, on a eu un bâillon pareil. On l'a eu dans le bâillon. Et moi, là, je suis d'accord avec le communiqué du Front commun pour la transition énergétique qui a été publié en réponse à ce bâillon, où il parle d'un déni de démocratie du début à la fin. Ça se fait fourrer, mon gars. Moi, c'est ça que j'ai l'impression. Puis là, à partir de là, on fait quoi? On dirait qu'on sait tellement d'affaires qu'on ne sait plus quoi faire avec notre balado. Ouais, moi dans le fond, j'avance dans la vie là, en essayant de comprendre, puis c'est ce que je me propose de continuer à faire. Je sais pas quoi faire d'autre que ça. Et donc, on n'a pas le choix de faire un autre épisode, c'est certain. On s'en doutait un peu. Oui. Et là, ce qui reste à voir, selon moi, puis on a compris donc, que le plan derrière l'idée de décarbonation était super important, c'est le fameux PGIR. Bon, ben, qui est derrière le PGIR? Qui en discute? Et qu'est-ce qui va en devenir? Qu'est-ce qui va advenir maintenant avec ça? Le PGIR, est-ce qu'il va être important ou pas? Ça va être vraiment important à creuser. Puis l'autre élément que je soupçonne vraiment être d'une importance capitale, c'est le rôle ou ce qui reste de rôle à la Régie de l'énergie, qui en théorie est l'organisme qui, depuis sa création, est censé policer, si on veut, la relation Hydro-Québec-gouvernement, puis empêcher que les décisions soient trop politiques. Donc, il y a eu des amendements. Sous le bâillon. Oui, sous le bâillon. Par rapport à la régie. Fait que donc, il va falloir creuser ça un peu plus. Donc, ça vaut la peine de continuer notre travail. Ça vaut la peine? Ouais. Mais ça veut dire que ça me confirme une chose. J'aime ton énergie, Jean-F. Et donc, on vous invite à rester avec nous pour la suite de ce projet. J'aime ton énergie. Je voulais te le dire. J'aime ton énergie. Toi aussi? Nous aimons l'énergie. Incroyable. On continue. Touche mon micro. Non. J'aime ton énergie est produit en collaboration avec la balado de Fred Savard. Merci pour l'intérêt et pour le coup de pouce. Merci aussi au duo montréalais musical Flabbergast qui nous a prêté pour les transitions et le générique la pièce Phaser tirée de son dernier album. Avec Godefroy Laurando, animation, recherche et montage, et Jean-F. Boilly, idée originale, scénarisation et assistance pour tout le reste. Au revoir.